De Frédéric Lowe et Michel Houellebecq, que voici. Merci d'être là, messieurs. Donc, cet album, on disait, c'est un album assez unique. Alors, pour commencer, je vais commencer avec Frédéric, qui est l'artisan et pas l'unique, mais en tout cas le principal musicien sur cet album. C'est quoi les prémices de Souvenez-vous de l'homme? Comment est-ce que ce projet est né au départ Alors, au tout début, j'ai contacté Michel pour qu'il participe à un album hommage à mon ami Daniel Darc avec qui j'avais fait Crève-Cœur. Cet album ensuite s'appelait Cœur Sacré et j'ai demandé à Michel si ça lui disait de reprendre le psaume 23. J'avais lu quelque part qu'il aimait beaucoup cette version, qu'il aimait cet album. 3 jours après maintenant, on s'est retrouvés, on a bu une bière à Mouffetard et le courant a tout de suite passé. Pour une raison qui nous a un peu ignoré, le morceau ne figure pas sur l'album hommage, mais nous avons décidé de continuer à travailler ensemble et à faire un album, tous les deux. Alors, Michel, vous êtes écrivain, réalisateur, poète. Comment est-ce que les textes de cet album ont été conçus? Est-ce qu'ils ont été faits spécialement pour l'album? Est-ce que c'est des poèmes qui ont été mis en musique? Comment est-ce que vous avez écrit ces textes? Il y a exactement la moitié de textes préexistants et la moitié donc de nouveaux textes liés à la musique, engendrés par la musique, quoi. Justement, est-ce que c'est différent d'écrire en musique? Parce que c'est une des grandes questions souvent quand on écoute des sons. Est-ce que c'est les paroles qui viennent en premier? Est-ce que c'est la musique? Ou est-ce que ce sont les musiques qui vous ont inspiré pour des morceaux conçus spécialement pour cet album? Souvenez-vous de l'homme? Ben non, mais c'est vraiment la moitié. C'est ce qui est relativement étonnant d'ailleurs, c'est que j'ai du mal à me souvenir de ce qui précédait. Donc c'est bien, c'est parce que ça prouve qu'il y a une espèce d'unité. Ça prouve aussi que j'écris toujours pareil, on peut le dire comme ça. Ouais. Mais j'ai d'abord eu les textes, j'ai écrit une musique à partir des textes. Cette musique, c'est plutôt électronique, il y a de la batterie sur certains morceaux, on en parlait juste avant, c'est le batteur Denis Costello qui apparaît sur quelques titres. Est-ce que c'est... quelle ambiance il faut trouver quand on a ce genre de textes qui sont à la fois assez puissants, souvent assez sombres, avec toujours un petit humour noir? Comment est-ce qu'on conçoit l'environnement musical de ce genre de D'abord, je voulais trouver des thèmes musicaux, des mélodies qui puissent se tenir seules. Souvent, elles ont été composées au piano. Et je voulais que ces mélodies soient suffisamment fortes pour qu'il ne puisse pas y avoir de texte, et en même temps qu'elles puissent donner assez de place et assez d'espace pour qu'on entende bien la voix douce de Michel. À partir de ces mélodies, j'ai voulu que les textures sonores soient un petit peu comme des lambeaux d'un souvenir d'une pop musique fantasmée des années 60, 70, 80. Que ce soit un peu comme une mémoire, comme des arrangements qui seraient une mémoire de ma jeunesse. Michel, il y a quelques textes, alors bon, je ne vais pas dire prophétique, mais enfin bon, quand on lit « Dans quelques jours sûrement il y aura la guerre, vers l'Est le conflit se propage », d'où ça vient ce genre de fulgurance, ce genre d'image Franchement, je suis pas sûr de savoir. Il est possible que je sois inquiet
par la possibilité d'une guerre. Oui, mais ça, je m'en suis rendu compte après l'avoir écrit, en fait. Mais au fond, bon, on ne sait jamais trop d'où ça vient. En fait, je sais pas, il y en a d'autres qui viennent sûrement de lectures enfouies, de lectures de science-fiction enfouies. Et je m'en rends compte après coup, là aussi, en fait. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué. D'ailleurs, il y a eu une petite news dessus dans le Canard enchaîné, cette histoire sur les loups. Il y a une poésie sur les loups, et c'est dans le texte, le dialogue des machines. Vous revenez et vous avez une fascination pour les loups. Bon, j'aime beaucoup les loups, ça c'est vrai. J'en ai dit beaucoup de bien, ils le méritent. Mais il y a aussi... j'ai repensé aux hommes il y a longtemps, enfin, qui vivaient et qui pouvaient vraiment se faire manger. Je veux dire, et qui se mettaient en rond pour avoir une chance de s'en sortir, quoi, en cas d'attaque de loup. Donc j'ai trouvé attendrissant ces hommes. Enfin, ils vivaient dans des conditions difficiles, quand même. Vous n'êtes pas d'accord avec l'homme est un loup pour l'homme, ça ne me convainc pas. C'est facile, quoi. Enfin, mais je dis, Hobbes connaissait absolument rien au loup. Il prend une espèce de symbole du loup. En fait, le loup n'est pas un loup pour le loup. Enfin, oui, je maintiens. Donc il y a beaucoup de choses positives chez le loup. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Parce que justement, des êtres qui se mettaient en rond pour échapper au loup et sentir leur chaleur. Voilà, exactement. Bah, moi, autant je suis très réservé à l'égard des ours, autant je trouve que le loup a de vraies qualités sociales. Voilà. Enfin, on sort un peu du sujet. Pour revenir justement sur le titre de cet album, Souvenez-vous de l'homme, c'est l'homme en général, c'est l'homme d'aujourd'hui, quel est cet homme qui donne son titre à... Non, c'est vraiment l'homme en général, on peut se souvenir de ses débuts. On peut aussi se souvenir de ce qui l'a de pire, mais je sais pas, j'ai relu la fin de La possibilité d'une île parce que c'est celui de mon roman où la part de science-fiction est la plus grande. Et en fait, l'apocalypse est beaucoup plus violente que dans ce disque, dans La possibilité d'une île. Donc, par rapport à mon passé, je me sens presque optimiste, quoi. Oui. Frédéric, qu'est-ce qui vous a touché dans la voix de Michel? Parce que quand on écoute l'album, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de traitement de voix, que c'est une voix assez pure. Enfin, il n'y a pas d'autotune, de trafic électronique, en tout cas rien d'apparent. Comment est-ce qu'on apprend une voix comme ça? Comment est-ce qu'on la capture pour la mettre sur disque? Alors, au tout début, quand je compose les titres, j'ai ma propre voix en tête. Ensuite, j'avais vu, il y a 25-26 ans, un concert, quand Michel faisait ses concerts avec Alice Dragon. Il y a 2-3 ans, j'ai été aussi le voir au Rex Club. Et puis, quand on a enregistré le psaume 23, parce qu'on l'a vraiment enregistré, j'ai tout de suite entendu la musicalité de sa voix et le fait que, avec ma musique, je le faisais chanter beaucoup plus doucement qu'il n'avait pu le faire par le passé. Et je trouvais qu'il y avait une justesse de ton qui me plaisait énormément. Donc on a très vite parlé de ça et Michel donc m'a rappelé qu'il avait commencé par la poésie, qu'il racontait de l'open mic un peu,
par exemple, comme Patti Smith, qui au début commence par réciter des poèmes, et qui ensuite est accompagné par Lenny Kaye, et puis d'un coup ça devient un groupe de rock. Là, je trouvais que c'était bien d'être dans quelque chose à la fois doux, à la fois tendre, à la fois rêche, à la fois sans complaisance vraiment. Et des premiers titres qu'on a enregistrés, qui étaient le bleu du ciel central, ce fantasme que j'avais, ou cette idée que j'ai eue, dès les premiers vers, j'ai senti que ça fonctionnait. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est vraiment la musique qui détermine le ton de voix, quoi. On parle des plus doux parce que forcément c'est surprenant, parce qu'il y a parfois un texte très dur et d'une voix très douce. C'est ça qui surprend les gens, et donc on remarque plus quand ma voix est douce que les autres titres. Oui, c'est aussi ce que j'aimais moi dans la pop anglaise. Par exemple, j'adore Blue Monday, où c'est une chanson dansante, et puis ça commence à Does it feel to treat me like you do. J'aime ce paradoxe, ce mélange de dureté et puis de douceur, de mélodie. C'est contraste en fait. Ouais. Michel, vous, est-ce que vos goûts musicaux influencent la façon dont vous posez vos mots? Déjà, quels sont les groupes, les chanteurs ou les artistes qui vous touchent, que vous écoutez aujourd'hui? Il y en a plein, hein. En fait, j'ai pas tellement... Je suis un peu resté bloqué à mes années de jeunesse, à vrai dire. Ça m'a tellement marqué que j'ai jamais réussi à les dépasser, quoi. Donc quoi, les groupes des années 70 plutôt? Oui, les groupes des années 70, oui. La pop anglo-saxonne, la variété française? Oui, la variété française, oui, j'ai jamais méprisé la variété française. Bon, je fais semblant de temps en temps de la mépriser parce que ça faisait pas chic, quoi, d'aimer ça quand j'étais... On est toujours un peu snob quand on est adolescent. Mais il y a des trucs pas mal dans la variété française, quand même. Aujourd'hui, par exemple, il y a encore des trucs... J'en sais rien. Moi, honnêtement, je ne sais pas. Et est-ce que votre voix, parce qu'on évoquait le premier album donc, qui est sorti il y a 25 ans, Présence humaine, qu'est-ce qui a changé dans votre voix et dans votre façon justement de poser des mots sur de la musique? Parce que là, en l'occurrence, une musique très différente de celle d'As Dragon. Oui, mais en fait, ça part... comment dire? Alors, effectivement, ma voix dépend vraiment de la musique, quoi. Mais la musique elle-même, bon, j'ai donné les textes au début, hein. Donc c'était des textes plus contemporains, enfin, il y avait même un côté assez techno de temps en temps, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Donc Bertrand a pas mal tenu compte des textes pour la musique, et moi j'ai pas mal tenu compte de la musique pour le ton de ma voix. Voilà. Bon, j'espère être clair. Hein. Oui, oui, ça va. Et est-ce que vous êtes, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, il y a des chanteurs qui reviennent plein de fois sur leur texte, qui font plusieurs versions, d'autres où c'est one shot, good shot, dès le premier jet c'est bon. Vous, comment ça se passe quand vous êtes devant le micro? D'abord c'est avant, hein. C'est comme un peu avant, j'improvise pas devant le micro, mais moi c'est vraiment tout de suite ou jamais, quoi. Donc ça me prend qu'un quart d'heure d'écrire un poème. Et pour le lire, pour le dire hein. Et ben là, ça va vite aussi, hein. C'est en écoutant la musique que le ton vient. Bon, il n'est pas venu tout de suite à chaque fois, mais quand même assez vite, quoi. Au bout de quelques essais, peut-être 3 ou 4 dans le pire des cas. Oui, on pouvait faire 2, 3, 4 prises de voix, et puis après on laissait reposer, on réécoutait plus tard. Si on pensait que c'était comme il fallait, on ne touchait rien. Excellente remarque. Et s'il fallait y retourner, il faut laisser reposer. Ouais. On le refaisait.
Et est-ce que, alors, l'album c'est 12 morceaux, qui sont souvent assez courts, assez percutants. Est-ce qu'il y a eu d'autres morceaux qui n'ont pas fonctionné, que vous n'avez pas gardé, ou est-ce que c'est vraiment ces 12 morceaux-là qui étaient dès le début, ceux qui devaient se retrouver sur cet album, Souvenez-vous de l'homme? Bon, c'est con, mais je vais le dire. Je voulais pas 13. On avait un 13e titre. On avait un 13e titre et je sais pas, c'est pas seulement que j'aime pas 13, c'est que j'aime 12. Si vous voulez, 12 c'est l'Alexandre, enfin c'est plein de choses, quoi. Et deux faces de 6, ça me paraissait bien, quoi. Je vois que vous êtes fidèle à l'écoute en vinyle, hein, avec la face A et la face B. Ah oui, ça, oui, je suis d'une autre époque, oui, il n'y a pas de doute. Vous ne streamez pas? Non. Non, pas vraiment. Moi, je suis assez d'accord avec vous, il n'y a rien de mieux que le vinyle pour écouter de la musique. Et le visuel qui est aussi assez étrange, cette espèce de fantôme blanc, qui c'est qui a eu l'idée de cette photo de couverture? Alors la photo c'est moi, la créature c'est Xavier Veillant. Et ça s'est imposé comme le visuel de l'album dès le début? Disons on ne voulait pas paraître sur la pochette. Michel m'a donné quelques photos et j'ai beaucoup aimé cette photo que vous avez prise en Espagne. Et puis entre-temps, j'ai rencontré un Xavier Veillant, qui est un artiste d'art contemporain mondialement connu, avec qui j'ai fait plusieurs travaux. J'ai été invité par lui à la Biennale de Venise, par exemple, où j'ai fait une nuit blanche avec lui, avec Sébastien Tellier, il y a 20 ans. Et spontanément, quand je lui ai parlé quand il m'a demandé ce que je faisais, que je lui ai dit que je faisais un album avec Michel Houellebecq, il était très excité, très curieux. Et il a fait un truc qu'il fait très rarement, parce que Xavier travaille beaucoup et a beaucoup de projets. Il m'a laissé un message pour me faire une candidature spontanée. Et je lui ai dit, écoute, on a avancé sur la pochette, mais on est intéressé à te rencontrer. Et puis, on a montré la photo. Michel disait que j'adore cette photo, mais il me manque une présence humaine. Et quand en fait Xavier faisait une exposition à Sao Paulo, il est parti de la Bretagne jusqu'à Sao Paulo en voilier, un truc de dingue. Il a monté une exposition sur un voilier. Et en plein milieu de l'Atlantique, il m'a envoyé cette photo de ce Yeti. Et on l'a intégré et d'un coup ça faisait sens complètement. Présence surhumaine pour le coup. Tout à fait. Michel, parce que donc les textes, les très beaux textes de cet album, ils sont même pas scandés, ils sont vraiment parlés, il y a une vraie présence vocale assez étonnante. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été tenté de, bon, je vais pas dire pousser la chansonnette, mais de suivre la mélodie, d'un petit peu sortir du côté poésie Non, ça m'est pas venu à l'idée, ni à aucun de nous deux d'ailleurs. Ça s'est fait comme ça, quoi. Je sais pas, le premier, je l'ai parlé, le premier c'est le premier titre de l'album. Et ça marchait, quoi, donc on a continué pareil. En fait. Oui, c'était un peu comme un dogme. En fait, au final, je trouve que c'est ni de la poésie parlée, ni de la chanson. C'est comme si on s'immisçait quelque part entre les deux. Et c'est ça que je trouvais assez surprenant et assez inédit dans un sens. On avait peur, par exemple, de la poésie chantée, parce que très vite, ça peut être grandiloquent. Et puis encore une fois, comme ça nous plaisait ainsi, on n'a pas cherché à
Ouais, à sortir de cette ambiance. À sortir de ça, oui. Il y a un côté très, très visuel. Moi, j'ai beaucoup aimé les ondes hertziennes qui font le tour du monde, notre envie de vivre est partie, nous nous séparons de nos dieux. Il y a des phrases comme ça qui sont extrêmement fortes. Quand vous écrivez ce genre de formule, qu'est-ce qui... Oui, il m'arrive de voir des choses, oui, quand j'écris, oui. Oui, assez souvent même, en fait. J'entends à chaque fois ce que j'écris, mais des fois je vois des choses, oui. Mais ce qui est aussi beau, le côté chanson, c'est aussi qu'il y a des choses qui ressemblent à des refrains par moment. Et si vous voulez, quand on écrit des poèmes, il y a des vers qui vous plaisent particulièrement, mais les répéter, ça marche pas. Enfin, je veux dire, ça... Alors que là, ça marche. J'ai spécialement envie de répéter, quoi. Même parce qu'ils vous plaisent plus que les autres, quand même. Et, en termes d'écriture, écrire de la poésie ou des paroles de chansons, est-ce que pour vous c'est très différent d'écrire un livre de plusieurs centaines de pages? Est-ce qu'il y a une méthode d'écriture qui diffère radicalement dans ces deux disciplines? Déjà de la poésie, il n'y a pas de méthode du tout, quoi. La différence, c'est qu'écrire un roman, il faut travailler, quoi. Je pense pas que c'est pas travaillé quand même cet album. Il y a un travail qui est assez fascinant dans les mots. Non, c'est pas travailler, ça vient tout de suite ou jamais, quoi. Il n'y a pas de travail, je veux dire, c'est très rare qu'on puisse refaire un vers, quoi. Soit il est bon en anglais, soit il n'est pas bon. Et le fait de ne pas avoir nécessairement de rime, c'est de la poésie freestyle, hein. Je suis attaché à la rime, sans doute parce que ça génère le poème en lui-même. Enfin, souvent les sons précèdent le sens. Oui. Ça c'est très anglo-saxon. C'est vrai qu'en France on aime bien que les mots aient un sens. En anglais souvent il y a, comme vous dites, la musicalité des mots est plus importante que le sens premier. Vous aimez bien cette idée que le son soit aussi important, voire plus important que le sens? Bon, ça a peut-être un sens, mais je le connais pas quand j'écris, quoi. Peut-être comme Michael Jackson, il y a quelque chose qui vous guide la main et qui vous... Alors ça, je n'ai jamais lu d'interview de Michael Jackson. Je ne sais vraiment pas comment il faisait. Je ne sais pas si c'est... Ah mais il disait que c'était pas lui qui écrivait, que c'était une espèce de présence qui guidait sa main, quoi. Enfin, ce côté très peu mystique parfois. Ah oui, mais je peux être mystique aussi si vous voulez, hein. Ouais, je veux bien, moi. Oui, j'ai souvent la sensation qu'en quelque sorte les vers préexistent, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que je les ai créés, c'est que je les ai trouvés. Quelque part. Oui, il peut y avoir exactement la même chose sur la musique. Il y a plein de moments où on peut se demander si on a vraiment composé. C'est Paul McCartney sur Yesterday, pendant 3 mois, il s'est demandé si c'était pas un plagiat. Et vous, pour cet album, c'était justement la musique, c'était vous aviez en tête un type de sonorité, d'ambiance musicale dès le début, ou c'est venu en... Oui, j'avais une sirène dans l'oreille. Ouais, c'est... Et puis ça m'a donné un tempo. Ça s'est arrêté. Non, oui, disons, je suis souvent en thème mineur, parce que ça me semblait plus adéquat. Je voulais qu'il y ait quand même des ruptures. Je voulais que ce soit assez exsangue en même temps, assez vaporeux, mais qu'à la fois il y ait une mélodie qu'on puisse se siffler dans la rue. Par exemple sur Autoroute, ça me fait penser à Bach. Ou sur l'Ultime Archipel, ça pourrait être un morceau de Face de Cure. Mais après, c'est des choses
qui ont infusé en moi. C'est pas toujours volontaire. Je suis pas en train de me dire tiens là je vais faire ça. C'est aussi les mots de Michel qui m'ont imposé ça, mais c'est aussi mon humeur, c'est aussi le temps, c'est aussi disons qu'un disque, c'est pas une chanson, c'est pas juste des notes et juste une musique, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Je me suis laissé l'idée aussi, mais c'est assez instinctif aussi. Je ne peux pas toujours expliquer ce que j'ai fait non plus. Je pense que c'est difficile d'expliquer les mots d'une poésie, et j'ai encore plus de mal à expliquer la musique. Par exemple, j'ai lu énormément de bio d'artistes, et il y a très peu de bio d'artistes où j'ai l'impression que le musicien me parle vraiment de musique. Eh oui. Alors, on va malheureusement devoir conclure. Une dernière question, est-ce que cet album, on peut l'envisager sur une scène? Est-ce qu'il y a un concert exceptionnel, une tournée, quelque chose qui est prévu pour le faire vivre au-delà du format vinyle et CD et stream? Bien sûr, nous allons jouer 10 soirs à Paris en avril. Très bien. À la Scala, les mercredis et les jeudis de chaque semaine pendant 5 semaines. Une petite résidence impeccable. Et ben on attend ça. En tout cas, l'album, il existe. La dédicace, c'est pour bientôt. On vous demande juste quelques minutes, le temps d'installer. Frédéric et Michel reviennent dans quelques instants pour vous dédicacer cet incroyable et magnifique album. Souvenez-vous de l'homme. Donc ne bougez pas, ils reviennent tout de suite. Merci à vous. Merci.